Yo les gens, c'est Mataga. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les 5 plus gros tueurs en série français. Donc c'est sur la suite d'une vidéo qui est sortie récemment sur les 5 plus gros tueurs en série de l'histoire mondiale. Là c'est que des Français. Donc ça se trouve il y en a peut-être des dans votre ville, il y a peut-être un tueur en série qui a fait des trucs, on ne sait pas. Juste avant que la vidéo commence, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on est tout de suite parti. Allez, on est directement parti avec le numéro 5, Francis Holm. Donc il est surnommé le routard du crime. Donc Francis Holm, il est né le 25 février 1959 à Metz. Le père de Francis, c'est un homme brutal, sévère et alcoolique qui martyrise Francis et frappe sa femme. On a déjà vu ça précédemment dans l'ancienne vidéo. Sauf qu'en fait, selon le père de Francis Holm, il a jamais été violent. Selon son père, il a été traumatisé par le décès de sa mère. Je vais vous expliquer ça plus tard. Il subissait en raison de son apparence les moqueries et les coups de son père qui l'enfermait à la cave. Il devient alcoolique et déséquilibré durant son adolescence, ce qui le pousse parfois à enterrer des animaux vivants ou à se taillader régulièrement le corps. On ne fait pas ça. Mais je sais pas, ils ont tous un problème avec les animaux. Pourquoi vous avez besoin de vous attaquer à ces pauvres bêtes ? Sa mère, elle décède d'un cancer le 16 octobre 1984. Il en est dévasté et tente de se suicider à plusieurs reprises. Il commet son premier meurtre le 5 novembre 1984, 3 semaines après le décès de sa mère. Il tue Lionel Gineste, une apprentie pâtissière de 17 ans, car, ce qu'il a dit, elle avait l'air d'une pute avec ses collants noirs. Son père change de compagne et sa sœur se marie. Francis se retrouve ainsi complètement isolé et sans ressources, ayant perdu son emploi de maçon à cause de son alcoolisme. En 1986, il va habiter chez sa grand-mère à Vaux, près de Montigny-lès-Metz, où le 28 septembre 1986, 2 enfants sont tués. Il travaille comme manœuvre pour l'entreprise CTBE à seulement 400 mètres de l'endroit. Pour ces faits-là, il avoue seulement avoir vu ses enfants lorsque ceux-ci lui ont jeté des pierres alors qu'il passait à vélo, puis être repassé et les avoir vus morts. Cette affaire non élucidée pendant 31 ans constitue son deuxième passage à l'acte. Ils sont tués à coups de pierre, une des techniques de Holm. Comme de par hasard, il lui a envoyé des pierres et ils sont tués à coups de pierre. Il y a un truc qui est louche quand même dans cette histoire. Il traverse en 8 ans 37 départements et, incapable de conduire, entraîne plusieurs fois des complices disposant d'une voiture dans ses crimes, dont à un moment le cousin d'une de ses victimes. Donc les complices, ils violent la victime et lui, il les tue. Il lui arrive de s'accuser de meurtre auprès de personnels médicaux qui ne le croient pas. Quand t'as quelqu'un qui dit hey, j'ai tué ça, tu crois pas tout le temps, mais c'est pas grave. À la suite du meurtre d'Aline Pérez, une aide-soignante le 14 mai 1989 à proximité de Brest, le gendarme de permanence Jean-François Abgral de la section de recherche de Rennes prend en charge l'enquête qu'il conduit à Francis Holm, avec lequel il parvient à entrer en contact. Malgré le peu de soutien de sa hiérarchie, Abgral a rapidement compris la règle de base concernant celui qu'il est chargé de traquer. C'est quand on ne lui demande rien qu'il en dit le plus. Pendant qu'Abgral mène son enquête, Holm commet d'autres meurtres. Sa dernière victime connue est Jean Rémy, un retraité rencontré à Boulogne-sur-Mer le 5 janvier 1992. Francis Holm est arrêté le 7 janvier 1992 à Beachwiller en Alsace. Francis Holm raconte avec une incroyable précision et même dessine avant de se rétracter des scènes de meurtre, mais en disant se les être fait raconter. Oui, c'est bizarre, hein, quand tu sais beaucoup de détails, généralement c'est qu'on te l'a pas raconté, c'est que t'étais là dans le minimum des cas. Sans dire qu'il y a participé. Par exemple, il émine la façon de tuer une sentinelle en lui tenant fermement la tête en arrière d'une main et en lui tranchant la carotide de l'autre. Selon Abgral, il ne ment pas, il n'invente jamais rien, mais il embrouille volontairement les pistes en mélangeant les crimes, les dates et les lieux. Oh, il est pas con le mec. Hein. Il est condamné à 9 reprises pour 11 meurtres jusqu'en 2014. Et ensuite il est condamné le 17 mai 2017 à la perpétuité. Francis Holm, il est aujourd'hui âgé de 61 ans et il est toujours en prison. Allez, on passe au numéro 4, Michel Fourniret. Ok, donc on est parti avec le numéro 4, Michel Fourniret qui est surnommé l'ogre des Ardennes. Il est sans doute l'un des tueurs les plus terribles ayant sévi sur le territoire français. Michel Fourniret, il est né en 1942, c'est un violeur et un tueur en série qui a tué des jeunes filles en France et en Belgique. Il était aidé par sa femme Monique Olivier. Fourniret s'en prend à chaque fois à des femmes assez jeunes, il est décrit comme quelqu'un de très intelligent mais très perturbé mentalement et pervers. Il a sans doute été violé par sa mère. Michel Fourniret, donc il est né le 4 avril 1942 à Sedan, dans les Ardennes. Il est mort le 10 mai 2021 à Paris. C'était récent. Le petit François, victime de la haine et des humiliations maternelles, prend plaisir à massacrer de petits animaux, encore les animaux. Jean, maltraité par sa mère tyrannique, qui trouve les femmes dégoûtantes.
Il a eu une sœur et un frère, tous deux plus âgés que lui, Huguette qui est morte en 2002 et André. Il aurait été très marqué par la vision de sa sœur déféquant dans un seau et a plus tard déclaré « Pour moi, une femme ça ne défèque pas. C'est dégradant, ce n'est pas à la hauteur de l'image de la Sainte Vierge. » Qu'en gros pour toi, une femme n'a pas le droit de chier. Non mais c'est ce que tu dis en gros, parce que c'est pas l'image de la Sainte. Ok. Michel Fourniret est décrit par ses camarades de classe comme fourbe, voleur de stylos, de portefeuille et de livres. Dans l'adolescence, il trépignait de plaisir après avoir fait ces petites conneries perverses, qui lui vaudront d'être battu par ses camarades ou les surveillants de son école. Il se marie en 1964 et a son premier enfant. En 1967, il est condamné pour la première fois de la prison avec sursis pour agression sur mineur. Sa femme demande le divorce. En 1970, il se remarie. Un mariage qui sera suivi de la naissance d'un fils puis de jumelles. En 1966 et 1973, il est condamné pour des faits de voyeurisme et de violence commis à Nantes et à Verdun. Il est incarcéré le 25 mars 1984 pour une dizaine d'agressions et viols sur mineurs en région parisienne. Et condamné le 26 juin 1987 par la cour d'assises de l'Essonne à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis. Condamnation assortie de 3 ans de mise à l'épreuve. Entre-temps, sa seconde épouse demande le divorce. Pendant son incarcération, il rencontre sa nouvelle compagne Monique Olivier. Il va alors s'installer avec Monique Olivier dans Lyon. Il enlève, viole et tue une adolescente de 17 ans, Isabelle Laville. Le couple circule ensuite entre les Ardennes et Lyon, parcours ponctué de plusieurs viols, meurtres et assassinats. En décembre 1988, il quitte Lyon pour s'installer près de Sedan. Le 26 juin 2003, en Belgique, Michel Fourniret enlève en voiture Marie Ascension, 13 ans, sur le chemin de l'école. Comme pour ses autres crimes, il utilise la ruse indiquant à la fille qu'il cherche l'école. La fillette lui montre la direction mais refuse de monter dans le véhicule. Fourniret prend alors une moue indignée et avec un air de professeur lui dit « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens ». Cette phrase et le ton employé convainquent alors Marie Ascension, mais à peine montée dans la voiture, Fourniret la saisit brutalement, la ligote, la jette à l'arrière et redémarre. Alors que le véhicule marque un stop à un carrefour, à une dizaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement, Marie Ascension réussit à ouvrir la porte arrière et à s'échapper. Prise en charge par une automobiliste, il croise alors la fourgonnette de Fourniret qui avait fait demi-tour, probablement pour retrouver la fille. L'automobiliste note la plaque d'immatriculation de la camionnette, ce qui permet l'arrestation du criminel. Il a alors 61 ans. Dans un document qu'il a transmis à la cour d'assises, Michel Fourniret se décrit comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Les aveux froids et les récits des interrogatoires font apparaître une personnalité égocentrique, imperméable au remords et indifférente à la douleur des familles des victimes. Le 10 mai 2021, hospitalisé en urgence à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, Michel Fourniret y meurt à l'âge de 79 ans. Bon bah voilà, c'est fini pour Michel Fourniret qui est mort il y a pas longtemps, le 10 mai 2021. Allez, on enchaîne avec le numéro 3, Eugène Weidmann. Allez, donc on continue cette vidéo avec le numéro 3, Eugène Weidmann. Donc il est surnommé le tueur au regard de velours. Il est né le 5 février 1908 à Francfort et est mort le 17 juin 1939 à Versailles. Il se fait offrir par ses parents une voiture. Avec l'intention de faire fortune dans le kidnapping, il prévoit d'enlever un riche héritier mais la tentative échoue par manque d'organisation. Il est très vite arrêté et jugé. Il rencontre 2 Français incarcérés pour des trafics, Roger Million et Jean Blanc. Après 6 mois passés chez ses parents à Francfort, il partira rejoindre ses futurs complices à Paris où il arrive le 15 mai 1937. Les 3 complices, accompagnés de la maîtresse de Jean Blanc, René Tricot, qui se faisait prénommer Colette, décident de faire des enlèvements à répétition. La bande loue également une villa à la Selle Saint-Cloud pour y séquestrer ses victimes. Les motivations exactes des crimes qui s'en suivent ne sont pas claires. Peur des ravisseurs face à leurs victimes, sadisme de tueurs en série, obéissance aux ordres nazis, il semble que la motivation principale soit l'envie d'argent immédiat. Le 23 juin 1937, la première personne enlevée est la danseuse américaine Jean de Coven, tombée en un regard amoureuse de Weidmann et qu'il n'a eu aucune peine à emmener chez lui. Mais après une soirée de discussion, Jean est drogué puis étranglé. Weidmann enterre son cadavre sous l'entrée de la villa. 5 autres personnes seront tuées par Weidmann, donc aidées par ses complices, d'une balle dans la nuque, pour des sommes dérisoires. Le 8 décembre 1937, l'interpellation de Weidmann à la Woolsey, où John Coven sera retrouvé enterré sous le perron et Frommer dans la cave, donc une autre de ses victimes, est très mouvementée. Il blesse les 2 inspecteurs de police avant d'être blessé à son tour. L'un des policiers non armés ayant utilisé un marteau de tapissier pour l'assommer. L'interrogatoire est mené par le commissaire à la Sûreté nationale Marcel Sicot. Weidmann avoue assez rapidement ses crimes et ne dénonce aucun de ses complices. Ceux-ci se livreront spontanément à la justice quelques jours après l'arrestation de Weidmann. Après plus d'1 an d'instruction, en mars 1939,
le quatuor comparaît devant la cour d'assises de Seine-et-Oise. Les psychiatres le qualifient de dégénéré supérieur. Le 31 mars, le verdict tombe. Indulgent d'un côté, acquittement pour Colette Tricot, 20 mois de prison pour Jean Blanc, sévère de l'autre, la mort pour Million et pour Weidman. Le 16 juin, Roger Million voit finalement sa peine commuée en prison à perpétuité par le président de la République, Albert Lebrun, mais celui-ci refuse la grâce à Weidman. Il est guillotiné le lendemain, le 17 juin 1939. Donc pour résumer, t'as la maîtresse de Jean Blanc, donc Colette, qui est elle a rien, acquittement. 20 mois de prison pour Jean Blanc. De base, Million, il devait mourir, sauf qu'au final, il est passé en prison à perpétuité. Et lui, Weidman, il a été guillotiné le 17 juin 1939. Allez, on passe au numéro 2, Henri Landru. Allez, on y va avec l'avant-dernier, Henri Landru. Donc il est né le 12 avril 1869. La famille est établie à Paris où Landru a passé l'essentiel de son enfance heureuse. C'est assez rare. Il est enfant de chœur à l'église Saint-Louis-en-l'Île. En 1889, il ment pour séduire Marie-Catherine Rémy, une jeune femme qui habite chez sa mère blanchisseuse. Prétendant travailler dans son cabinet d'architecte en tant que technicien, il l'épouse le 7 octobre 1893. Après ses 3 années réglementaires de service militaire accompli au cours duquel il atteint le grade de sergent. Le couple aura 4 enfants. Franchement, ça commence plutôt bien, genre c'est normal, tu vois, t'as rien de problématique dans tout ça. La naissance des 4 enfants met le couple dans la difficulté financière, aussi cherche-t-il à faire fortune en fondant une prétendue fabrique de bicyclettes à pétrole avec laquelle il commet sa première escroquerie. Il organise une campagne de publicité nationale spécifiant que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant un tiers du prix. Les commandes affluent alors qu'il n'a pas investi pour les fabriquer et il disparaît avec l'argent sans jamais livrer les bicyclettes. Les psychiatres le déclarent dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal. Il est déjà allé régulièrement en prison et suite à une 3e condamnation, il est envoyé à une prison en Guyane. Landru, qui a déjà connu la prison, sait que la détention en Guyane se passe dans des conditions extrêmement difficiles avec un taux de mortalité très élevé. Il est dès lors possible que cette condamnation ait joué un rôle dans sa transformation en assassin. Il se fait passer pour un homme veuf et entreprend de séduire des femmes seules qui, sans être véritablement riches, possèdent quelques économies et surtout mènent une vie suffisamment isolée de leur entourage. Il les invite à séjourner brièvement dans une villa isolée qu'il loue. Il assassinera 4 personnes à Vernouillet, mais devra abandonner cette résidence et ira s'installer dans une villa à Gambé. Il aura utilisé en tout 90 noms différents pour ne pas se faire reconnaître. Il fait signer à ses victimes des procurations lui permettant ensuite de faire main basse sur leur compte bancaire. Il ne lui reste plus qu'à assassiner ses femmes puis à faire disparaître leur corps. On supposera par la suite qu'il brûlait certaines parties des corps dans le fourneau des villas qu'il louait. À la fin de 1918, le maire de Gambé reçoit une lettre d'une certaine Madame Pelat, lui demandant des nouvelles de son amie, Madame Anne Colomb, qui, fiancée à un monsieur Dupont, s'était établie avec lui à Gambé. Le maire répond qu'il ne connaît pas cette personne. Tiens non. Quelque temps plus tard cependant, il reçoit une autre lettre d'une certaine Madame Lacoste, qui lui demande des nouvelles de sa sœur, Célestine Buisson, laquelle se serait également installée à Gambé avec un monsieur Frémier. Comme par hasard, pas de monsieur Frémier. Tiens non. Frappé par la similitude de ces demandes, le maire met en contact les 2 familles qui se rendent compte que Dupont et Frémier semblent être la même personne. Ah. Tiens. Une voisine de Madame Lacoste reconnaissait le mystérieux homme au bras d'une nouvelle amie et sortant d'un magasin de faïence où il avait acheté de la vaisselle. Henri Landru est arrêté à son domicile le 12 avril 1919. Il retrouve à son domicile un brevet au nom d'Henri Désiré Landru et un petit carnet sur lequel sont inscrits 11 noms. En tout, la police retrouve 4,176 kg de débris d'os brûlés, dont 1,5 provenant de corps humains, ainsi que 47 dents ou fragments de dents. Le médecin légiste annonce à la presse que ces os correspondent à 3 têtes, 5 pieds et 6 mains. Les victimes étaient découpées et que le corps était soit enterré dans les bois, soit jeté dans les étangs, tandis que les têtes, mains et pieds étaient incinérés. Il va continuer de nier les faits durant un bon moment pendant le procès. Les jurés déclarent Henri Landru coupable de 11 meurtres et le condamnent à la guillotine le 30 novembre 1921. Landru est guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles à l'aube du 25 février 1922. Voilà, on en a fini avec Landru, donc pareil, lui aussi est guillotiné. Bah il s'est fait cramer, ils sont tous fait cramer en même temps. Rien n'est jamais parfait.
Y a aucun plan, aucune personne aussi intelligente pour mettre un truc sans laisser de traces. Allez, on passe avec le dernier, Joseph Vacher. Allez, on est parti avec le dernier, donc Joseph Vacher, il est surnommé le tueur de bergers ou le Jack l'éventreur du Sud-Est. Il est né le 16 novembre 1869 à Beaufort. Soupçonné d'être l'auteur d'une cinquantaine de crimes dont l'égorgement d'au moins 20 femmes et adolescents, par la suite mutilé et violé, il avoue en tout 11 meurtres. Avant-dernier né d'une famille nombreuse, on ne lui compte pas moins de 15 frères et sœurs. Enfant, le jeune Joseph se serait montré d'un caractère sournois et cruel, aimant torturer les animaux. Encore une fois les animaux. Il est aussi parfois pris de crises de démence, durant lesquelles il brise tout ce qui est à sa portée. Également violent et doué d'une force surprenante, il n'hésite pas à frapper ses frères et sœurs, même les plus âgés, se montrant tout aussi brutal avec ses camarades d'école. Il devait être sympa comme pote. Il commence à travailler à 14 ans. À la mort de sa mère, il débute vraisemblablement sa carrière criminelle, peu de temps après. Le 18 juin 1884, Joseph Amieux, un enfant de 10 ans, est violé et tué dans une grange d'éclose dans l'Isère. Vacher, qui se trouve dans la région à l'époque du meurtre, sera soupçonné d'en être l'auteur, mais seulement 10 années plus tard, ainsi que de 3 ou 4 crimes qui suivront et qui ne seront jamais élucidés. Il réalise un service à l'armée et il le décrivent comme psychiquement troublé, atteint d'idées noires et de délires de persécution. Il souffre en effet de crises de paranoïa et d'hallucinations. Après s'être évadé d'un asile, il est cette fois ici interné à l'hôpital psychiatrique Saint-Robert. Il obtient son billet de sortie le 1er avril 1894. Le directeur de l'institution, un certain monsieur Dufour, le considérant comme totalement guéri. Il se dirige vers Grenoble, c'est là que le 19 mai 1894 est commis le premier meurtre avoué par Vacher. Celui d'Eugénie Delhomme, jeune ouvrière de 21 ans violée et étranglée à 200 mètres de son usine. À partir de ce moment et durant 3 ans, Vacher aurait commis des crimes au hasard de sa route, laissant d'autres être suspectés à sa place. Il aurait échappé à toute enquête grâce à d'incessants déplacements. Il effectue jusqu'à 60 km à pied par jour, traversant la France de la Normandie au Tarn. Vivant de petits travaux, Vacher recherche et guette des jeunes filles ou des jeunes garçons. Il se jette à sa gorge qu'il serre d'abord par strangulation et qu'il sectionne ensuite rapidement avec le couteau ou plutôt le rasoir qu'il porte toujours sur lui. Une fois et instantanément abattu, il les fait subir des mutilations diverses. Éventration, section des seins c'est une femme, section des testicules c'est un homme. Puis au comble de l'excitation et du paroxysme, il frappe de nouveau et au hasard le cadavre déjà mutilé et consomme le forfait par le viol. Le 4 août 1897, Joseph Vacher est pris en flagrant délit. Il a tenté d'agresser une fermière, Madame Plantier. Alerté par les cris de la victime, le mari de celle-ci, avec l'aide de 2 autres personnes, est venu à son secours et a permis l'arrestation. Le 7 septembre, Vacher est, pour ce crime, condamné à 3 mois de prison par le tribunal de Tournon. Durant son procès qui dure 3 jours pleins, l'accusé se comporte de manière excentrique, portant un panneau autour du cou sur lequel s'est écrit « J'ai une balle dans la tête » et hurlant « Vive Jésus, vive Jeanne d'Arc », sans que l'on sache s'il s'agit là d'un authentique délire ou d'une volonté d'amadouer et de susciter la pitié chez le jury en se faisant passer pour un fou. Après un quart d'heure de délibération, Joseph Vacher, le 28 octobre 1898, à l'âge de 29 ans, condamné à mort le dernier jour de l'année 1898, il est guillotiné. À 29 ans seulement. Tu te rends compte, à 29 ans, t'es buté parce que tu t'es pas bien comporté, tu vois. Ah putain. C'est triste tout ça. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et voilà, comme d'habitude. Allez, salut!